Dans Rambo, il se battait pour sauver sa vie. Dans Rambo 2, c'était sa plus dure mission. Mais tout ça, c'était du gâteau, à côté de ce qui l'attend dans Rambo 3. Rambo, 7 de nos petits gars sont détenus en otage par ces fumiers d'Iraniens. Tu dois leur botter le cul. Aux otages? Non, aux Iraniens. Non. Des Iraniens détiennent en otage des Américains. Tu es Américain. Tu dois... Leur botter le cul. Mais non, les sauver. Imagine, tu es un otage américain. Tu sais pertinemment que ton pays va pas te laisser tomber. Hein? Ok? Ouais. Ok. Bon, imagine toujours un môme le matin, chez nous, aux États-Unis. Hein? Il s'en va jouer au baseball. Sa mère, le soir, vient le rechercher et lui amène un otage. Un sandwich, bordel de merde! Jamais une mère américaine va laisser son môme sans sandwich! Ok, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va leur mettre aux Iraniens sur la gueule? Des sandwichs. Ok, attends, ok. Je vais t'expliquer. Je peux plus là. Je peux plus. Écoute, laisse tomber, on va envoyer Schwarzenegger. Tu veux que j'envoie Schwarzenegger? Oh non, surtout pas lui. Tu veux que j'envoie Schwarzenegger? Non! Chef, je pourrais tout de même avoir un petit bout de pizza, j'ai faim. Tu boufferas quand t'auras tout compris. Du calme, sergent. Rambo. Les Iraniens. Qu'est-ce qu'on en fait? Des sandwichs? Toi, moi, toi, moi, toi, moi, toi, moi, à toi. Moi, toi et moi. Toi, Rambo. 3. Eh ben c'est bon, on a déjà le titre. Moi. Rambo 3, ce film ne sortira que quand il aura compris. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 6. Cette semaine, émission Cascade, Puissance du mythe et Colonie. Sur un fil, on cherche l'éternel. Qui est là? Regardez bien le ciel. Regardez-nous dans les yeux, offrez-nous un petit peu. Tombe, tombe la vie, c'est toujours tombe. Bombe, bombe, la vie, c'est toujours bombe. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de... Aucune idée. Louise Attaque. Donc, il va être question de chute et de cascade à l'occasion de la disponibilité sur Mubi depuis quelques semaines de The Fall, le film réalisé par Tarsem Singh en 2006 et qui était indisponible sur les plateformes de VOD ou même en vidéo depuis, excepté un DVD devenu hors de prix désormais. Et ensuite, nous parlerons d'un documentaire de 2023 actuellement disponible sur Arte, Sous un soleil bleu de Daniel Mann. Et pour parler de ce jeu, programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également avec nous Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Le docteur Erwan donc n'est pas là parce qu'il est en ce moment en train de présenter à des lycéens Mégalopolis. Donc, je pense qu'après, avec une petite discussion avec eux après, je pense que ça va être amusant. Et donc, à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse, qui vous coucoute. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Agenda local pour commencer, mardi prochain à Cinémaniacs, donc sur le campus de Rennes 1, donc le 22 octobre, vous pourrez voir ou revoir La Belle et la Bête de Jean Cocteau avec Jean Marais. Super. Bien beau film. Oui. Je vous conseille aussi un excellent livre qui était sorti sur la production de La Belle et la Bête aux éditions de la Table Ronde l'année dernière. C'était le livre de Henri
Alekan, qui est le chef opérateur du film et qui détaille toute la production de la chose avec moult schémas de lumière et compagnie. Et c'est vraiment un très très beau livre. Oui, et c'est un très beau film en effet. Exactement. Sinon, demain au Tambour, donc à 18h15, c'est un siècle de surréalisme avec à 18h15 plusieurs courts-métrages suivis de L'âge d'or de Louise Buñuel. Et à 20h45, le chef-d'œuvre de Todd Browning, Freaks, donc la monstrueuse parade. Ah oui. Film pas mal quand même. Oui. Voilà. Sinon, nous vous rappelons que ce dimanche, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs amis du cinéma est mort, dans le cadre de la mini-rétrospective Jacques Rosier qui présente ses 4 longs métrages donc, à l'Arvor, ce sera Men Océan avec Louis Rego et Bernard Ménez qui passera à 20h. Adieu Philippines est repassé dimanche dernier, c'était formidable. Et si tu le dis. Du côté d'Arouette, on repassera le 27 octobre aussi, un dimanche, c'est formidable. Et le dimanche d'après, donc ce sera Les Naufragés de l'île de la Tortue, c'est aussi formidable. Je connais pas du tout Jacques Rosier. Je pense que ça te plairait beaucoup, mon cher du Thibaut. tout, grosse lacune. C'est merveilleux. Dans un tout autre genre, et toujours à l'Arvor ce mercredi, donc demain, à 19h45, vous pourrez voir ou revoir Matrix des Wachowski. Voilà, donc je crois du ciné-club du lycée, tout dans le genre. Truc fait par des jeunes, vous savez. Oui, bon après, toujours un plaisir de revoir Matrix. Écoute, ça fait un petit moment que j'ai pas vu Matrix. Voilà. C'est toujours pas mal. La bagarre, la techno, le cuir. Des images iconiques qui ont bercé la fin des années 90 et et un le début film des années qui 2000. vieillit extrêmement bien. Ah oui, même toute la trilogie vieillit très bien. Oui. Sinon, dans les sorties nationales, demain, nous en parlerons la semaine prochaine, c'est le nouveau film de Alain Guiraudy, Miséricorde, qui sort dans les salles, notamment à l'Arvor, je crois. Sinon, rien à voir avec Miséricorde, c'est le nouveau film de Gilles Lelouch comme metteur en scène, L'amour. De qui ? Gilles Lelouch, Gilles Lelouch, qui en ce moment est en blond décoloré comme Bruce Willis dans le 5e élément, parce qu'il tourne dans le nouveau film de ce démocrate de Cédric Jiménez. Ah oui. Un film de SF un peu violent apparemment et subtil probablement. Oui. Donc l'amour et de ouf, droite. Tout de suite, voilà. Les raccourcis. Il est dans l'arc républicain. Oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai. Donc l'amour ouf, c'est son grand film, sa grande épopée d'histoire d'amour entre un jeune et une jeune qui après deviennent grands avec François flic en civil comme on dit, et Adèle Exarchopoulos, mais aussi Alain Chabat, Benoît Poulvord, enfin tous ses copains qui viennent jouer. On dirait le film là qui était nul. Comment ça s'appelle ? Jeu d'enfant avec Marion Cotillard et Jeu Canet. Jeu d'enfant, oui. Ça, c'est vrai. Où ils sont deux. L'amour qui commence à l'enfance. C'est le film où Marion Cotillard et Guillaume Canet se sont rencontrés. Eh ben écoute. Voilà. Et après, Guillaume Canet a divorcé de Jane Kruger pour se marier avec la Marion. C'est la vie. C'est la grande famille du cinéma. Qui c'est qui avait fait ça déjà, Jeu d'enfant ? Yann Samuel, non ? Oui, je crois. C'est pas lui, un des deux mecs qui avait fait un des remakes de La Guerre des boutons. Je sais pas, je crois qu'on est pas mal. C'était pas bien, Jeu d'enfant dans mon souvenir en tout cas. Non, c'est pas bien. C'était un genre de sous Jean-Pierre Jeunet, c'était assez vilain, ouais. Assez dégueulasse. Un peu vulgaire. Exactement, vulgaire. Et grossier. Sinon, il y a la suite d'un film d'horreur qui sort, Smile 2, la suite de Smile donc. Aucun rapport avec Smiley Face, le film d'Harmony Korine, mais j'imagine que Smile 2 n'aura pas le succès qu'a en ce moment Terrifier 3, qui cartonne dans les salles. Ouais. Je suis à la ramasse aussi, en cinéma d'horreur contemporain. Oui, non, mais je sais plus que l'on parlait j'ai beaucoup de retard. La semaine dernière qu'on a passé l'âge de toute façon de voir les trucs comme Terrifier, des gens qui se font décapiter, des meufs qui se font scalper, ça va. On l'a déjà vu plein de fois, on n'a plus 17 ans Thibaut maintenant, on est passé à autre chose. C'est vrai. Voilà. Et bon, c'est bien. Ouais, quand même, régresser un petit peu de temps en temps. Oui, c'est bien, un petit peu de régression. Sinon, il y a un documentaire qui s'appelle Bambi avec la voix de Mylène Farmer. Ok. Voilà. Il y a... pourquoi pas. Il y a un genre de polar social qui s'appelle Barbès Little Algérie qui sort avec Eufianso, donc chanteur qui maintenant est plus principalement acteur. Et sinon, il y a, je pense, un beau film qui nous célèbre le retour à la Terre qui ne ment pas, je vous rappelle, c'est Le Monde à l'envers. Enfin, c'est Le Monde à l'envers, c'est le titre du film de Nicolas Vanier, toujours dans les bons coups, réalisateur de Belle et Sébastien, Rémi sans famille et compagnie, avec Eric Elmosino, mais surtout dans le rôle principal du mec de la ville qui va retrouver la valeur. Mieux que ça, Michael Youn. Sinon, Yann Samuel, en effet, film notable, Jeu d'enfant et La Guerre des boutons. Tu vois, on est incapable de se rappeler des râles des bons films, mais par contre, quand il faut se rappeler de la merde, voilà. Donc voilà, c'est Le Monde à l'envers, je pense, un beau film qui célèbre des valeurs d'écologie et de développement personnel.
Voilà, il y a des chances. Enfin, c'est vraiment la ville, c'est dur. Puis le retour à travailler la terre, tout ça, retrouver les valeurs, porter rendez-vous en terre inconnue. Voilà, porter un pantalon en velours côtelé, des salopettes, une chemise à carreaux trop large, tout ça. Ne pas se raser. Enfin, la campagne, quoi. Vous savez ce que c'est. Oui. C'est terrible. N'oubliez pas de mettre vos bottes. Donc voilà, on va passer à la section critique de cette émission et nous allons nous diriger vers la chute. Vous n'êtes pas sur France Musique ni dans Carrefour de l'Odéon, mais bien dans En attendant Godard sur Syllab. Et donc, c'était le mouvement numéro 2 de la symphonie numéro 7 en A majeur de Ludwig van Beethoven, dirigé par Herbert von Karajan, le plus grand chef d'orchestre du XXe siècle probablement, même si cette version dirigée par von Karajan n'est pas celle que l'on retrouve dans le film The Fall de Tarsem, même si on l'entend néanmoins. Car donc The Fall de Tarsem Singh, film sorti en 2008 et qui vient d'être restauré en 4K et est disponible sur la plateforme Mubi. C'est un film qui depuis des années était indisponible sur les plateformes. 2006, hein. T'as dit 2008, ouais. 2006, oui. Donc film qui était indisponible sur les plateformes, qui n'avait connu qu'une sortie en DVD que les vrais avaient acheté à l'époque, dans une belle édition, dans un petit fourreau cartonné avec quelques bonus, notamment un commentaire audio de Tarsem qui est pas tout mal et un making of mais qu'on retrouve aussi sur les internets et sur YouTube notamment. Et donc film qui était indisponible et qui avait gagné un petit culte de par notamment la glorieuse beauté de ces images qui ressortaient de temps à autre sur les internets et les gens disaient mais où est-ce qu'on peut voir ça, enfin quand ils disent où est-ce qu'on peut voir ça de manière légale, bien évidemment, parce que le film était disponible à peu près partout sinon, mais les légalistes hurlaient. Et donc le film a été restauré. Tarsem, c'est un metteur en scène qu'on avait connu à l'époque à la sortie de son premier long métrage en 2000, film qui a fait une petite publicité parce qu'il mettait en scène Jenny from the Block, Jennifer Lopez, dans le thriller paranoïaque The Cell, écrit par Mark Protosevich, dont on a parlé de la série Sugar en fin de saison dernière, et qui montrait ce super flic Gillo qui entrait dans... Une sorte de profiler. Une profileuse convoquée par le FBI pour rentrer dans la psyché, l'esprit du serial killer joué par ce gros cabotin de Vincent D'Onofrio. Film qui déjà avait marqué par son esthétique et par sa forme assez particulière et clairement extrêmement ambitieuse. Parce que Tarsem, c'est un metteur en scène d'origine indienne qui a commencé principalement en tournant un nombre incalculable de pubs et de clips pour une chier d'artistes, notamment REM, mon cher Thibaut, vous disiez ? Oui, Losing My Religion, qui a gagné un Grammy, je crois. Et donc, comme pas mal de pubs ou bien de clippers, à un moment donné, on lui a donné sa chance pour faire ce premier film, donc The Cell en 2000. Et son second long métrage, donc The Fall, ne ressortira que d'ailleurs dans un nombre limité de salles et principalement en vidéo, notamment grâce à l'aide de Spike Jonze et de David Fincher qui avaient aidé pour la sortie du film. Donc son second long métrage ne sortira qu'en 2006 puisque c'est un film avec une production assez particulière qui s'étale sur plus de 4 années dans 24 pays différents et que Tarsem a très largement financé avec ses propres deniers et notamment ce qu'il faisait en fait, c'est que comme il tournait plein de pubs, il choisissait les pubs qu'il allait tourner selon les pays dont il avait besoin pour faire son film. Donc c'est-à-dire qu'il tournait son film avec quasiment la même équipe que ses pubs, parce que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il en faisait, donc il était bien rodé. Il trouvait un lieu pour faire sa pub, il tournait rapido presto la pub, il empochait de la grosse maille, parce que c'est la pub et il posait pour genre des trucs de parfum et compagnie. Pepsi enfin, genre, Levi's, Nike, Reebok, Coca, il a bouffé à tous les râteliers. Hein. Des mecs qui ont de la maille, clairement. Oui. Et donc il profitait de toute cette thune allouée aussi, donc qu'il pouvait récupérer pour tourner donc son propre film. Il ramenait son équipe, il ramenait ses acteurs pour tourner la suite de ses aventures, qui est en fait un film, et c'est assez discret dans le générique, parce que c'est vraiment mentionné en toute fin de générique de fin. Le film est très clairement basé sur un film bulgare de 1980 de Zaka Eskia qui s'appelle Yo-Oh-Oh, qui est disponible aussi pareil sur YouTube par exemple. C'est clairement la même trame, même si le film bulgare, la Bulgarie oblige, c'est beaucoup plus austère quand même. Et qui donc nous raconte l'histoire d'un cascadeur interprété par Lipace, fin des années 10, donc à 20. Au début des années 20, donc en tout cas encore à la période du cinéma muet à Hollywood, un cascadeur qui lors d'une grande cascade se blesse et il reste bloqué au lit pendant un certain temps. Il le vit effectivement assez mal, d'autant qu'il s'est fait plaquer par sa meuf qui est partie avec l'acteur principal, et à l'hôpital donc dans le comté de Los Angeles, à côté des Orgerets où il est
où il est placé. Il rencontre une petite fille d'une dizaine d'années, interprétée par l'actrice roumaine Katinka Untaru, qui elle a le bras dans le plâtre, et donc il se sent mal, il est pas bien, il aurait besoin d'un peu de drogue, genre de la morphine pour aller mieux, et donc il va essayer un peu de manipuler cette jeune fille pour qu'elle lui ramène de la morphine, en échange de quoi il lui racontera une histoire extraordinaire sur l'histoire d'un bandit masqué qui va délivrer une princesse aux mains d'un odieux gouverneur d'une province improbable dans un pays imaginaire. Et donc le film va alterner entre les séquences à l'hôpital et la vision justement que lui raconte le personnage. Et donc on va alterner entre ces deux mondes-là pour que les deux au fur et à mesure vont devenir de plus en plus poreux. Parce que toute la question du récit qui est mis en branle par le cascadeur va évidemment influer sur la vie réelle et puis sur le concret. Donc on aura un enchevêtrement de réalité et puis de narration qui vont se mêler entre les deux, tout ça affilié avec un visuel absolument dingue parce qu'il tourne dans des lieux pour le coup vraiment incroyable, vraiment magnifique. Il y a évidemment quelques manipulations sur l'image, il y aura des VFX, des effets de transition, enfin il va utiliser à peu près toutes les méthodes possibles, entre des effets à même le plateau, certains VFX, un petit peu de CGI aussi, mais vraiment mêler faire un genre de mash-up de plein de techniques qui existent pour créer un film avec un visuel vraiment hallucinant. Il y a quand même des paysages naturels, enfin une science du costume, du cadrage qui est absolument dingue. Et pour en fait faire un film qui, moi, m'avait beaucoup fait penser quand je l'avais vu à sa sortie, c'est le film de George Miller de 2022, 3000 ans à t'attendre, qui met un peu en branle les mêmes, on va dire, mécaniques narratives et même mécaniques de récit, voire même de aller-retour entre le présent et puis le fantasme, pour justement créer de penser une mythologie propre au merveilleux et au monde du cinéma. Floret. Oui, c'est un peu dur de rebondir là-dessus. On peut peut-être déjà évacuer, moi, le côté qui m'a dérangé, enfin qui m'a pas dérangé, mais qui m'a un peu déçu. Alors, je ne connais pas du tout le cinéma de Tarsem. J'ai rattrapé donc The Fall et j'ai rattrapé The Cell que j'avais loupé à sa sortie. Et j'ai rattrapé également ces pubs que je connaissais en fait par ailleurs, notamment la fameuse pub Au revoir avec Cantona pour Nike. Il n'avait pas tourné avec n'importe qui. Hein. Oui. Et puis le clip, j'ai rattrapé aussi certains clips, mais il avait clippé, clip que je connaissais, Losing My Religion de REM. Et je suis plongé avec délectation dans l'univers de Tarsem. Alors voilà, pour évacuer le côté, moi, qui m'a un petit peu dérangé, je trouve que The Fall, il y a un petit côté didactique là-dedans. Je trouve que il rebondit de manière un peu trop mécanique entre le fantasme, enfin l'imaginaire et le réel. Heureusement, en fait, au fur et à mesure du film, comme tu l'as dit, ça va s'imbriquer. Donc là, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais je trouve que voilà, moins mécanique. Au début, il y a une mécanique un peu plus. Une fois, visible, en fait, comme une espèce un immense champ contre champ entre réel et imaginaire. Voilà. Néanmoins, c'était là. Néanmoins, ce mécanisme-là donc, est atténué donc, par la progression de ces deux récits qui vont s'imbriquer au final, et par une science absolument limpide de ce que c'est un raccord. Alors, il y a un raccord visuel, bien entendu, mais également les raccords sonores. Et je trouve qu'il joue admirablement bien là-dessus. Par exemple, il y a un bruit, le son en fait va venir contaminer, le son de la scène suivante va venir contaminer la scène précédente. Il y a un drap de lit qui va devenir une dune. Par exemple, ça c'est un raccord qui m'a fortement marqué. Donc voilà, certes c'est didactique, mais quand même, tu sens que Tarsem a un amour du cinéma, et en fait c'est de ça dont il est question. Oui, parce que The Fall, c'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma. C'est un peu pataquès, un peu plus une célébration du mythe, mais de manière générale, c'est la célébration du mythe par le cinéma. Alors, il y a deux choses, il me semble. Première chose, c'est que on dit beaucoup que le cinéma, c'est bien entendu la fenêtre ouverte sur le monde. Et je trouve qu'ici, ce film-là est la définition de cette proposition-là, parce que il y a 4 ans de tournage, 28 pays, tu disais 24 pays visités, des décors, dont la France. Oui, des décors plus somptueux les uns que les autres, et en fait à la fin t'en es à te dire
où est-ce que ça se situe, où est-ce que ça se situe. Alors certes, tu vois la Tour Eiffel, tu vois le Taj Mahal, tu connais, mais par exemple le désert de Namibie, là, c'est exceptionnel. Il se balade beaucoup en Inde, bien évidemment. L'Inde étant bien entendu immense, avec une variété de paysages incroyables. Donc tu es là en train d'essayer, tu voyages en même temps que cette petite fille, et je trouve que c'est admirable. Sans que ça tombe dans une esthétique de pubard, justement. Ouais, non, t'es pas là, c'est pas un listing un peu à la Wikipédia, parce que ça nourrit ton imaginaire. En fait, en faisant ça, Tarsem place le spectateur au même niveau que sa jeune actrice, qui est au demeurant hallucinante de naturel, ce qui fait que tu y crois forcément, parce que le cinéma de Tarsem, même si tu regardes, je ne vois pas une once de cynisme dans son cinéma. C'est du premier degré. Alors, certains pourront dire, oui, c'est pubard, c'est surtout plus en fait, dans les films il en fait trop. Dans les 2 films qu'il a fait après, où tu sens que c'est beaucoup plus contraint, qu'il a pas du tout les mains libres, genre Les Immortels avec Mickey Rourke, un genre de sous 300 assez dégueulasse. Et son dernier truc en date, c'est Réminiscence, avec cette tâche de Ryan Reynolds, là, qui est genre un thriller paranoïaque sur l'esprit humain. Pas une subtilité folle non plus. Du coup, le film est hyper intéressant à ce niveau-là, en fait. C'est que, voilà, il place le spectateur au niveau de cette petite fille. Et du coup, tu es happé. Malgré les défauts, tu es happé par cette splendeur visuelle, et même, en fait, par ce qui se passe, au final, au sein de l'hôpital. Parce que tu pourrais dire, c'est juste un mec qui raconte une histoire. Mais ce qui est intéressant, et là où les deux récits vont s'imbriquer, c'est que le cinéma, c'est aussi une fenêtre ouverte sur soi-même. En fait, on va apprendre, on va mieux se connaître, on va s'accepter, on va accepter les autres, on va pouvoir libérer des sentiments, libérer des émotions, libérer des visions de nous-mêmes qu'on n'avait pas, et du coup mieux appréhender ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce qui se passe avec cette petite fille. Du coup, il y a un rapport d'échelle qui est hallucinant entre une grande échelle, la splendeur. Le macro et le micro. C'est ça, c'est la splendeur épique. Il le dit lui-même. C'est quoi épique ? C'est quelque chose de très grand. C'est littéralement texto dans le film, d'où le côté un petit peu didactique. Mais en même temps... Mais c'est raconté à un enfant. C'est raconté à un enfant, et il faut voir la trajectoire aussi de cette gamine, qui est, elle, blessée parce qu'une chute également, mais c'est une chute parce qu'elle bossait. Elle a 8 ans, enfin elle a 10 ans, et elle bosse parce qu'elle bosse dans les orangeries, et du coup, boum. Et puis elle va raconter aussi son histoire familiale, qui est une absolue tragédie. Et au final, tout ça... Alors, il y a une tragédie aussi du point de vue du personnage principal, du conteur, on peut l'appeler le conteur, du cascadeur, parce que voilà, lui s'est fait larguer, donc il y a une tragédie intime, et à côté de ça, il y a la tragédie familiale. Donc là, le macro et le micro sont inversés, et en fait, tout ça va s'imbriquer, ce qui fait qu'au final, tu ne peux être que subjugué par la beauté, et surtout, quoi de plus beau finalement que voir un enfant ou des enfants dans une salle de cinéma en train de mater un film burlesque et qui se marre. Et ça, c'est une déclaration d'amour, 1 au cinéma, 2 à l'imaginaire, 3 à une espèce de régression infantile que tu peux avoir devant un spectacle cinématographique, qui fait que le film est absolument bouleversant. Margot. Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Déjà, d'un point de vue esthétique, je vais te rejoindre. Je l'ai trouvé très beau. J'ai beaucoup aimé le fait que, comme c'est une histoire qu'on raconte à une petite fille et qu'on voit ce qu'il s'imagine, en fait, les décors sont vides. À part les personnages qu'on voit à travers le film, ça donne quelque chose de très épuré. Il n'y a pas de figurants, il n'y a pas... Enfin, si, il y en a, mais quand il y en a besoin. Mais sinon, à part ça, on est quasiment dans des zones quasiment tout le temps désertes. Ouais, vierges. Ouais, et avec un travail de la lumière que j'ai trouvé très beau. Et ça fait vraiment voyager en ce sens. Et... aussi, le fait que ce soit justement une petite fille qui s'imagine les scènes, nous-mêmes, on est amenés à régresser, en fait, avec elle. Et c'est pour ça que le côté très didactique, comme tu dis, il n'est pas tellement gênant. On l'oublie un petit peu. Moi, il y a quelques défauts que j'ai un peu oubliés parce que finalement, je me laissais porter par l'histoire. Mais un peu comme quand on raconte un livre de contes ou ce genre de choses, où finalement il y a des détails qu'on oublie parce qu'on se dit que c'est pas si grave ou que c'est pas si important. Et c'est ce que j'ai plutôt aimé. Et le fait qu'il y ait des allers-retours entre la réalité et la fiction qui vient un petit peu réparer la réalité,
Moi, ça m'a fait penser un peu au Labyrinthe de Pan, même si au niveau de la réalisation, ça n'a rien à voir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux films c'est pas anticommuniste comme le film de Del Toro, mais... Non. Non, mais oui. Non, mais oui. Et les deux films sont sortis la même année. Et du coup, j'ai trouvé ça assez curieux. Il y a un zeitgeist de l'époque. Mais moi, ça m'a fait penser aussi au film de Rob Reiner, A Princess Bride, 84-85, où le personnage de Peter Falk racontait un petit peu à ses petits-enfants, pareil, une histoire merveilleuse de princesse et de héros qui va se venger. Ouais, mais autant le Labyrinthe de Pan avait une visée politique, autant le Princess Bride a une visée exercice de style un petit peu fun, parce que c'est un film, c'est un film de fin d'année, c'est un film de Noël. Ouais, Princess Bride, c'est super cool. Là, mais c'est quand même tragique. Hein. Inigo Montoya. Oui, c'est vrai. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus universel. Moi, j'ai pensé à Terrence Malick. Alors, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même façon de filmer. Parce que même de filmer la nature, parce que justement Malick il est beaucoup plus dans se rapprocher des éléments. Il est dans le éléments. sensoriel. Malick est dans le sensoriel. Voilà, il va essayer de capter le vent, il va essayer de capter les grains de blé qui s'envolent. Voilà, je vais pas faire un live sur Terrence Malick, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Ici, Tarsem, tu sens que c'est un cinéaste. Alors c'est ça qui est incroyable. C'est un cinéaste qui a une maîtrise technique hallucinante. Il est autant à l'aise en plein milieu du désert que dans ces scènes hallucinantes avec des escaliers labyrinthiques. Il est autant à l'aise avec un désert qu'avec une architecture, aussi complexe soit-elle, quand tu connais un petit peu comment une ville indienne, par exemple, peut être construite. Donc ça, c'est hallucinant. Et pourtant, ce côté, tous les mouvements de caméra terminent au bon moment. La construction des plans est d'une précision délirante. Dans le making-of du film, bon, déjà que ça n'a pas l'air un mec qui a l'air hyper simple sur un plateau. Hein. Ah, mais là, c'est du contrôle. Mais clairement, tu vois que c'est du contrôle fric, et même dans sa manière de diriger les acteurs, et notamment la petite fille, où tu sens que c'est quand même assez ouais, mais pourtant, vivace, tu sens... Tu ne sens pas une inhumanité là-dedans. Tu sens pas comme je le disais tout à l'heure, ce mec-là est à vraiment à prendre son cinéma est à prendre vraiment au premier degré. Il n'y a pas une once de cynisme. Il a été défendu pour sa sortie par Fincher. Tu sens clairement qu'il y a le même genre de truc de contrôle fric. Ouais, tu sens que tu sens qu'ils peuvent s'accorder sur. Parce que Tarsem, je pense que c'est la génération juste après l'époque propaganda, tu sais, la boîte où sortait Fincher, Marc Romanek, ou bien Dominique Sena, qui sont les mecs de la fin des années 80, début des années 90. Tarsem, c'est la génération juste d'après. Quoi. C'est à peu près la même génération que Michael Bay, en fait. Mais il arrive à toujours convoquer dans ses plans quasi mécanique, quasi robotique, il arrive quand même à foutre toujours une humanité. Parce qu'il y a de l'humanité dans la tragédie, dans l'histoire qui est racontée, enfin l'histoire de ces 5 bandits qui veulent la peau du gouverneur. Au final, c'est 5 tragédies. Et en fait, c'est 5 histoires humaines qui sont toutes différentes, mais qui se retrouvent autour de « on veut faire la peau du gouverneur », mais ce sont des tragédies humaines. Du coup, le mécanique, en fait, au final, disparaît complètement. Parce qu'il y a toujours de l'humain qui est injecté, même au cœur d'un désert, sans, comme tu le disais, sans un seul figurant. Et pourtant, il te fait 3 plans d'une beauté délirante, hallucinante, majestueuse. Vous prenez n'importe quel qualificatif. Puisqu'on parle de forme, il y a aussi... C'est délirant, c'est incroyable ce qu'il fait. Le prologue du film, qui est vraiment très différent du film, qui est en noir et blanc, qui est filmé tout au ralenti, qui en gros raconte... la tragédie qui arrive au personnage principal et comment est-ce qu'il se pète les guibolles, qui est donc sur la musique de Beethoven qu'on a entendu tout à l'heure, et qui est vraiment différente du reste du film, et qui moi m'avait fait penser dans un tout autre genre au prologue du film de ce Margolin de Lars von Trier en 2008 ou 2009, Antichrist, qui était dans le même esthétisme assez étrange, comme une entrée dans la fiction finalement qui va dépareiller avec tout le reste de projet de mise en scène. Même Mélancolia au final. Oui. Oui, c'est vrai, il fait la même chose dans Mélancolia, ouais, c'est bizarre, mais parce que le mec il expérimente, je pense, et que du coup je trouve que c'est plutôt pas mal en fait d'introduire son film par cette séquence là au ralenti majestueuse en noir et blanc, et de terminer, alors bon, on va spoiler un petit peu, avec un montage de cascade, avec un montage des 3 grands maîtres, de Lloyd, Keaton, Chaplin, en noir et blanc, et là où du coup
tu vois les cascades, bon, faites par ces tarés incroyables, hein, notamment Buster Keaton, hein, on sait tous qu'il est complètement ravagé. Tous les cascadeurs de l'époque, c'est ravagé. Mais du coup, casque, hein. ça ramène de la vie. Et voilà. En fait, tu as le sentiment réel, un acteur, donc un personnage se fracture la jambe. Et puis, au final, c'est le cinéma qui ramène à la vie. Donc ça, je trouve que c'est hyper beau, en fait. Et il y a une chose qui m'a hyper marqué, c'est par rapport, quand je disais sur le cinéma est une fenêtre sur soi-même, c'est de voir, en fait, comment Tarsem injecte... Alors, moi, il y en a deux qui m'ont vraiment frappé. Comment alors au début, Alexandria voilà, elle est un peu... Bon, elle essaie de trouver sa place un petit peu là-dedans. Et elle essaye, elle... de se construire quelque chose. Et il y a deux éléments qui m'ont frappé. Elle essaie de se construire quelque chose. Elle essaie de trouver un imaginaire possible. Et elle fait des espèces de elle fait du proto-cinéma. Elle prend son doigt, par exemple, et puis elle cligne d'un œil, elle cligne de l'autre. Elle joue avec les ombres sur le mur. Ou alors elle joue avec la scène de la serrure. Également, qui fait en fait comme une chambre noire, où du coup l'image est inversée. Et je trouve que c'est hyper bien. Et il va falloir attendre que le cascadeur, que le conteur lui raconte l'histoire pour qu'elle puisse vraiment s'évader. Mais elle essaye, en fait. Tu sais que c'est en germe-là. Elle essaye de trouver quelque chose pour aller plus loin. Et elle essaye par le cinéma. Du coup, là, du proto-cinéma. Mais Tarsem vous dit, non mais attendez, on va tous redescendre, on va tous s'asseoir et je vais vous amener vers ce que peut amener le cinéma. Marco. Enchaîne. On a fait à peu près le tour, mais... avec tout ça, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est aussi la relation entre les deux personnages où tu as presque une inversion entre la petite fille et l'adulte. Et ça, j'ai trouvé ça assez touchant. Qui est plus responsable que lui. Qui est plus responsable que lui et qui a énormément conscience de beaucoup de choses. Et en fait, c'est très juste parce que, comment dire... Parfois, la vision des enfants, elle est assez réductrice. On a tendance à les voir un peu comme plus bêtes qu'ils le sont, alors que là, pas du tout. On se rend compte qu'elle a conscience de plein de choses. Et c'est très vrai. Enfin, la plupart des enfants savent ce qui se passe autour d'eux. Ils sont pas bêtes, ils sont pas ignorants. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'elle soit... qu'elle ait cette place-là, en fait, dans le film. En tout cas, tu avais raison, parce que sur la jaquette du DVD, ils disent « dans la lignée du labyrinthe de Pan ». Après, moi je trouve la suite de la carrière de Tarsem, je trouve ça dommage en fait qu'il en soit là où il en est, parce que si tu regardes en fait ce film-là et The Cell qui est vraiment très impressionnant de manière esthétique, avec des images beaucoup plus violentes, une convocation malsain, avec des convocations de Giger, moi j'ai pensé à Bacon, beaucoup les tableaux de Bacon, un film également très pictural, mais on n'est pas du tout ici dans The Fall. C'est quoi? Est-ce que c'est du cinéma impressionniste, je sais pas. En tout cas, The Cell est quelque chose est beaucoup plus malsain, et même dans ces clips, on retrouve toujours cette recherche d'iconisation, ce rapport aux mythologies, à la religion, aux mythologies populaires. On le retrouve dans R.O.M., Losing My Religion, la chanson fait sens. Mais même il a clippé en 2020, il a clippé Lady Gaga, 911, pour ceux qui veulent aller voir sur la page. Et en fait, tu retrouves, il y a les mêmes enjeux de casting, il y a le même jeu sur les décors, les mêmes jeux sur les costumes, un montage qui est hyper fun également. Ça se retrouve un petit peu moins dans ces pubs, sauf pour la pub de Smirnoff. Bon, je sais qu'on n'a pas le droit de... Pas de marque. Hein. Voilà, absolute. Voilà. Il faut en dire 3 sinon. 2, non 3. Bon, bref, je bois plus de vodka depuis longtemps. Bref, passons. Mais il y a aussi ce rapport-là entre réel et fiction, dans notamment la pub sur Smirnoff. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc c'est un cinéaste qui est hyper cohérent dans ses clips, dans ses pubs, dans ses films, et je trouve ça dommage en fait que on n'est pas business is business. Actuel d'Hollywood, c'est pas parti pour s'améliorer. Non, on va rien lui proposer. On parle de Tarsem et de clipper, ça nous rappelle que c'est quand même dommage que le meilleur clipper de sa génération n'ait jamais fait de clip, Chris Cunningham. Putain, ouais. Le clipper de Nin et de Björk notamment, qui est un génie. Et d'Aphex Twin, surtout. Un énorme taré qui n'a jamais pu monter ça, c'est fantastique. le neuromancien qu'il voulait faire, c'est bien dommage. Mais en tout cas, The Fall de Tarsem Singh donc, est disponible sur la plateforme Mubi depuis quelques semaines dans une belle copie restaurée. On va continuer à voyager et on va partir en Afghanistan et en Israël. L'Afghanistan. Alexandre le Grand a essayé de conquérir ce pays. Puis Gengis Khan, puis les Britanniques. Maintenant les Russes. Mais le peuple afghan sait se battre. Il n'a jamais été vaincu.
Un ancien ennemi a fait une prière qui parle de ce peuple. Tu veux l'entendre? Très bien. Elle dit: puisse Dieu nous délivrer du venin du cobra, des crocs du tigre et de la vengeance de l'Afghan. Tu comprends ce que ça veut dire? Qu'il vaut mieux pas vous emmerder. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était L'assaut et déglingué avec Rebelle Afghan, précédé d'un extrait de Rambo 3 de Peter MacDonald, film sorti en 1989, qui nous racontait donc la lutte de John Rambo contre les communistes aidés par les Moudjahidines, futurs talibans. Donc nous avions parlé la semaine dernière déjà de l'Afghanistan à l'occasion de la sortie du documentaire River Boom de Claude Bechol. Nous retournons en Afghanistan, mais en passant par la Palestine et Israël, à l'occasion de la disponibilité sur la plateforme arte.tv de Sous un soleil bleu de Daniel Mann, film sorti en 2023, et qui nous raconte en fait le retour sur les lieux de tournage de Rambo 3, mais qui donc se passe en Afghanistan. Mais bon, c'est Hollywood, donc on nous ment, personne ne tourne de film en Afghanistan, et la production c'est la Carolco. Il me semble, non? Oui, c'est ça, ouais. Carolco, qui donc, pour le tournage de Rambo 3, avait décidé de tourner dans le désert du Negev. Parce que dans le film, Menahem Golan est convoqué. Oui, convoqué. Oui, c'est ça, exactement. Donc, dans le désert du Negev, qui, en fait, à la partition, à la création de l'État d'Israël, le désert du Negev devait revenir à la Palestine, mais l'État d'Israël a décidé que non, et donc en 1948, ils ont annexé de manière totalement illégale, suite à une très courte guerre contre l'Égypte, le désert du Negev, qui leur sert notamment de terrain d'entraînement et de pas grand d'autres choses comme colonie, même s'ils se heurtent depuis plusieurs années déjà à la résistance des Bédouins locaux. Donc le désert de Negev avait été loué par l'armée israélienne à la Carolco pour le tournage de Rambo 3, parce que Menahem Golan et Goran Globus s'étaient dit ça ferait super comme désert pour faire l'Afghanistan, au lieu de faire comme le faisait beaucoup à l'époque, de tourner par exemple au Maroc. Donc là ils vont tourner officiellement en terre d'Israël, et donc le réalisateur Daniel Mann, réalisateur israélien, revient effectivement sur les traces au pluriel laissées par le tournage de Rambo 3, à la fois on va dire des traces physiques et surtout sur les lieux mêmes du tournage, pour voir quelle est la situation des habitants, des Palestiniens, des Bédouins et des colons israéliens, ou des touristes même, qui sont sur place, pour voir un petit peu quelle est, on va dire, 30 ans après le tournage, la situation à cette époque déjà compliquée entre Israël et Palestine, pour le moins, on va dire, clairement. Et ça s'est clairement pas arrangé depuis. Donc il va à la fois à la rencontre avec d'anciens techniciens israéliens qui ont bossé sur le film. Il rencontre aussi quelques habitants au hasard de ses pérégrinations, et notamment donc sur la question de comment est-ce que un film devient une archive et un témoignage, et comment est-ce qu'une caméra devient une arme pour des peuples en lutte et en résistance contre des colonisateurs. Thibaut. Oui, le film, c'est un film qui est très surprenant. C'est un très beau film déjà, pour le dire honnêtement. C'est un film qui est très surprenant parce qu'il commence... alors, soit dit en passant, j'adore Rambo 3. Voilà. Mais c'est un film qui... Grand film humaniste. Grand film humaniste, c'est clair. C'est un film en fait qui commence comme une espèce de making-of, en fait, où Daniel Mann va notamment à la rencontre de Bachir, qui est un artificier, un technicien d'effets spéciaux. Et il se dit, allez, on va prendre le Rambo Trail. Donc voilà, c'est une espèce de piste pour 4x4 où on suit un peu les tournages, où on suit les endroits où Rambo 3 a été tourné, donc attraction touristique. Ouais, c'est ça exactement, comme il y a genre en Espagne sur les tournages des films de Léon. Oui, ou en Nouvelle-Zélande sur le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, un truc somme toute assez classique. Et en fait, le film va commencer comme un espèce de, je sais pas, making-of à rebours, truc... un film avec quelques images d'archives. Ouais, on voit très... ça à l'époque, il dit que c'est cool de tourner dans le désert. Tu te dis au début, pendant allez, peut-être la moitié du film, le film est très court, fait 1h18, mais pendant voilà, un premier tiers du film, tu rentres en espèce de making of, et tu par la bande. Voilà, et tu te rends compte un petit peu comment le film a été fait, ce qu'ils ont fait, tout ça machin, et ça ressemble un petit, ça, je trouve que ça convoque en fait toute une
une division du documentaire cinématographique, donc du coup du making-of, mais pas le making-of promo qu'on peut voir sur moult supports qui sont souvent généralement chiants comme la pluie, mais un peu plus comme Lost in La Mancha par exemple. Voilà, un making-of d'auteur, si on peut sortir un truc un peu pataquès. Et petit à petit, tu sens que ce Bashir, il a quelque chose d'autre à raconter que faire exploser des bombes sur le tournage de Rambo 3. C'était bien mignon, mais il y a quelque chose d'autre. Et en fait, le film, petit à petit, l'histoire parallèle, voilà, va dériver au gré des souvenirs de cet homme. Et on va, en fait, le réalisateur va nous montrer en fait un petit peu ce que c'est la situation géopolitique de ce territoire. Mais ce qui est très beau, c'est que ça vient en... Alors, il y a deux choses qui sont très belles, c'est que c'est le souvenir toujours qui revient, et donc du coup il y a une espèce de mélancolie qui irrigue le film, une vraie tristesse sur ce que ce territoire est devenu. Et tu sens que les gens qui apparaissent dans le film sont très attachés à cette terre, ont beaucoup de souvenirs, et que voilà, il y a un déracinement qui fait que voilà, c'est un peu compliqué. Et en même temps, il y a quelque chose qui est très rigolo, c'est que le film est une espèce de conversation avec Sylvester Stallone. Oui, parce qu'il y envoie perpétuellement des mails. Alors, il les envoie pas. Il en a envoyé que un. Okay. J'ai lu une interview du réal, et il en a envoyé que un, et en guise de réponse, je pense que c'est l'attaché de presse il lui a dit: est-ce que vous voulez un t-shirt de Stallone ou un truc comme ça. Enfin voilà, pas du tout sur le principe du film. Et en fait, du coup, c'est tout le principe de Rambo 3 qui est inversé. Donc Rambo 3, voilà, avec appui logistique de Tsahal, avec l'aval du gouvernement pour aller tourner sur des terres qui initialement appartiennent aux Bédouins. Mais il y a une espèce de retournement où en fait le réalisateur dit: mais en fait Sylvestre, tu devrais défendre en fait ceux qui t'ont aidé à tourner ce film-là. Et ceux qui ont aidé à tourner ce film-là se rendent compte en fait du cynisme hollywoodien. Et en fait c'est un petit peu... Tout ce film en fait c'est l'histoire de plusieurs gâchis, voilà, de gâchis au pluriel. C'est le gâchis de cet homme, Bashir, qui est foncièrement triste, qui a du mal, après, et puis on va rentrer un petit peu dans son histoire familiale, qui a du mal avec les relations avec sa fille. C'est le gâchis de ce territoire qui ne sait plus où se situer. C'est également le gâchis d'une industrie hollywoodienne qui n'a strictement rien à carrer de là où elle va tourner. En gros, là où l'industrie hollywoodienne va, c'est quoi le fameux adage là où ça va, tout le reste trépasse. Ah bah, de toute façon, c'est Golan Epiglobus qui était quand même c'est des margoulins, producteurs qui sont des sacrés margoulins, oui. Dès qu'ils pouvaient la foutre à l'envers à n'importe qui sans problème. Mais si c'est au détriment de populations dont ils n'ont rien à foutre. Mais c'est un film, alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai pensé, en regardant le film, je me dis ça c'est un film qui aurait pu être tourné par Chris Marker. Dans ce côté lettre, ce côté souvenir, ce côté, on va dire, division des peuples qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Sans bombe sur la gueule, si possible, quoi. Bah oui, mais il y a un monsieur qui le dit littéralement. Moi, j'ai envie de vivre très bien avec mon voisin. Enfin, j'ai pas de souci là-dessus. Donc c'est l'histoire d'un gâchis, et en même temps le film est très solaire. Le titre est magnifique, surtout quand tu apprends la signification. En fait, donc Tsahal, il autorise à tourner sur leur terrain d'entraînement, mais il faut pas qu'on reconnaisse les lieux non plus pour pas que leurs ennemis sachent où ils sont, et donc la production décide de mettre un genre de filtre sur tout le film pour que les ciels ne ressemblent absolument pas. Voilà, il y a une espèce de filtre bleu, au ciel du désert, voilà. Donc, une nuit américaine constante, qui n'ont de genre, d'où le titre Sous un soleil bleu, effectivement. Voilà, mais c'est un film qui est malgré cette tristesse, malgré la puissance du souvenir et des regrets. Ouais, puis la fin, c'est quand même sacrément enragé. Moi, ça me fait penser au film de Kirsten Johnson, Le Caméra Personne, dont on avait parlé ici il y a quelques années. Ah ouais, c'est vrai. Où dans le film de Johnson, justement, c'était un peu plein de rush de différents documentaires auxquels elle avait pu participer, et on voyait en fait la mémoire des vaincus et comment, par le prisme de l'archive et par le prisme de la caméra, cette mémoire potentiellement ne mourra jamais et servira à des générations futures. À un moment donné, il y a une femme qui parle justement du fait de prendre une caméra et d'en faire une arme. C'est ce que disait le FLN dans les années 60 dans le mouvement de résistance contre l'occupant français. Le cinéma est une arme.
Et C'est ça, oui, où le FPLP, un de ses logos pour sa propagande de cinéma, c'était une Kalachnikov avec une pellicule et qui sort du chargeur. Ouais, c'est ça. Puis ça fait un peu aussi Jean-Luc Godard, qui le foulard est rouge. Voilà. Toute la team. Adachi, tout ça. Enfin, de toute façon, tous les films de résistance sur le mouvement palestinien. Mais ce film-là, je pense c'est un très beau film, surtout à la lumière de ce qui se passe actuellement, mais peut-être que le film va gagner justement en profondeur au fur et à mesure que le temps qui passe, parce que en fait, voilà, il va devenir archive. Alors, j'ai un regret, c'est qu'à un moment, il y a des femmes qui prennent la caméra, elles disent, on a dû apprendre à prendre des cours de cadrage, à qu'est-ce qu'on veut montrer en amorce, qu'est-ce qu'on veut montrer dans la profondeur de champ, tout ça, machin. Et ça aurait été bien d'insérer moi, j'aurais bien voulu voir ce qu'elles ont filmé, en fait, ces femmes. Avec des caméras DV toutes pourries, mais on s'en fiche. Mais il y a quand même quelque chose... De voir leur regard... mais il y a quand même quelque chose je trouve, d'optimiste là-dedans, c'est qu'on est aussi sur la puissance... Alors ici, donc du coup, un cinéma coup de poing, un cinéma documentaire. Je parle de ce que les femmes ont filmé, mais ça parle quand même de la puissance de l'image et de la puissance du cinéma. Et je trouve que ça rejoint un petit peu The Fall. Alors, toute proportion gardée, bien entendu, mais sur... finalement la finalité de ce qu'est le cinéma, et c'est qu'est une image. De ce qu'est une image, et qu'en fait, oui, en effet, le cinéma, c'est un sport de combat. Donc le film est à voir pendant quelques temps encore sur Arte, et j'invite vraiment tout le monde à jeter un petit coup d'œil, parce que c'est en même temps dans le déluge d'images qui nous apparaissent, d'images journalistiques, surtout depuis un an, reportages, voilà, des images qui ne sont jamais contextualisées, avec puis maintenant l'arrivée, voilà, les fakes, les images trafiquées par intelligence artificielle, tu sais pas trop ce qui se passe. Ça fait du bien d'avoir un regard de cinéaste hors du flux, exactement, mais quelqu'un qui prend le temps d'élaborer un discours et d'élaborer, voilà, ces territoires méritent mieux que des éditorialistes qui racontent des conneries. Voilà. Et tout le monde dans ces territoires-là mérite mieux que ça. Et je trouve que ce film-là, en fait, est salvateur à ce niveau-là, surtout dans le flux actuel journalistico-merdique. Donc, Sous un soleil bleu de Daniel Mann, disponible actuellement sur la plateforme d'Arte. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, Margot. Oui, alors j'ai enfin fini de lire Un long dimanche de fiançailles. Un livre, vous vous rendez compte ? Les gens lisent des livres maintenant. Qui a donc été adapté par Jean-Pierre Jeunet. En 2007. Oui. 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 Non, 2004. Je sais 2004. plus. 2004. Les dates, vous savez, c'est pas une science exacte. Et qu'est-ce que je... Oui, et le livre est vraiment est bien écrit. Sébastien Japrisot. Oui, c'est ça. C'est un livre qui se lit tout seul. C'est pas incroyable, mais j'avais pas revu le film en lisant le livre. Et j'ai eu plein de bonnes surprises en plus de ça, parce que moi j'avais plutôt des souvenirs de quand j'étais petite, parce que je l'ai vu petite. Des souvenirs ocre. Oui. Et c'était chouette de le lire avec très peu de souvenirs, parce que du coup je me suis encore plus plongée dans le livre. Et moi j'ai compris assez vite pourquoi il a été adapté par Jeunet, parce qu'il y a vraiment une certaine poésie, il y a beaucoup de petits détails qu'on retrouve aussi dans le film. Il se lit quasiment tout seul. Très bien, merci. Carrément, Fleuret. Alors moi ça va être du coup c'est tout l'inverse de ce dont on a parlé durant l'émission. Moi ça va être Begotten de Elias Merige, le réalisateur notamment du biopic sur Max Schreck. Max Schreck, l'acteur de Nosferatu de Murnau. L'ombre du vampire, Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Bref, voilà, Begotten, donc film des années 1990, son premier film si je ne m'abuse.
Film avant-gardiste où les potards sont poussés à fond la caisse, des images ultra glauques, malsaines, et en même temps, je parlais justement de premier degré, t'as l'impression que c'est ultra cynique parce qu'il pompe Bergman à 2000 à l'heure, mais en même temps, tout ça fait que le film est pompé, autant prendre les meilleurs. Voilà, mais tout ça fait que c'est très troublant. Du coup, on a du mal à se positionner. Du coup, le film vraiment mérite le coup d'œil, mais attention, c'est costaud. Mais ça vaut le coup. Donc Begotten. Moi, ce sera deux choses. J'ai revu Le Grand Sommeil de Howard Hawks la semaine dernière. Pour le coup, adaptation très fidèle à l'esprit de Raymond Chandler, c'est-à-dire que globalement... On comprend rien. Sur la durée, on se dit que ça n'a aucun sens et que la narration est vraiment mal foutue, alors que chaque scène est absolument merveilleuse. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a Howard Hawks toujours au top de son game, notamment pour filmer les dialogues qui sont toutes la scène de la librairie. La librairie. Oh là là, le film est monstrueux. Meilleure scène du film, clairement. Là, c'est du volage de scène. Et sinon, moi aussi, je suis un intellectuel. Donc, ce sera un livre, Rosa Blanca, écrit par Beethoven en 1929, l'auteur du Trésor de la Sierra Madre. Et on ne sait pas peut dire que c'est une baffe. C'est un petit chef-d'œuvre. Mais bon, si vous aviez envie déjà de tuer des patrons, ça ne va clairement pas vous rassurer, parce que là, vous allez avoir encore plus envie de foutre tout ça en l'air. Un film merveilleux sur comment est-ce que des paysans mexicains se font exproprier de leurs terres par les grands patrons du pétrole à la fin des années 20. C'est absolument merveilleux. C'est un trésor d'écriture avec une ironie et un sarcasme manié quand il s'agit de décrire le grand patron du monde du pétrole. Absolument merveilleux. C'est déchirant. Donc Rosa Blanca de Beethoven. On se retrouve la semaine prochaine. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Salut.